Alors finalement, au regard de ce que vous nous avez dit, est-ce à dire que quelque part, vu la difficulté finalement de trouver le responsable quelque part, vu la difficulté de maîtriser les espaces publics, les espaces privés, etc., est-ce qu'on n'est pas en lutte contre finalement une sorte d'état de non-droit? Alors, je voudrais vous dire que non, pas du tout. Je crois que dans de nombreux cas, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. J'ai l'expérience d'être, pas dans l'obligation, mais dans la mission, je dirais, qui m'est donnée d'assigner Facebook ou Twitter en France, parce qu'ils ont hébergé des contenus qui sont attentatoires à la vie privée, qui sont contrefaisants, qui sont diffamatoires, qui sont racistes et contraires à la loi. Je les assigne aux États-Unis, l'assignation leur parvient, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Et quand ils viennent, c'est exceptionnel, c'est parce que le dossier présente pour eux un intérêt stratégique ou d'image. Si ce n'est pas le cas, ils ne viennent pas. Donc je gagne, faute de combattants, et j'ai ma belle décision, je la fais signifier, mais ça ne change rien. Donc oui, c'est vrai, on est obligé malheureusement dans ce monde digital, nous juristes, de considérer qu'assez souvent, on est obligé de... Enfin, on se bat contre des moulins à vent. Et c'est quand même une des difficultés, et c'est plus qu'une frustration, parce qu'il y a des véritables injustices, et je déborde un peu, il y a des véritables injustices, puisqu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors, une autre difficulté que nous rencontrons, et qui est propre au digital, hein, effectivement, c'est outre l'éloignement et la toute-puissance des acteurs principaux. Ce n'est pas toujours le cas, hein. On peut aussi tomber sur celui qui a lui-même posté le contenu, et à ce moment-là, il n'a pas forcément ce genre d'avantage. Une des difficultés propres au digital, et qui nous retient parfois, alors je suis avocate, mais je ne vais pas plaider pour faire du contentieux à tout prix, une des difficultés que nous avons, c'est effectivement ce que nous appelons l'effet stressant, c'est-à-dire que nous faisons très attention avant d'agir sur le terrain contentieux, de ne pas déchaîner des effets boomerang, c'est-à-dire on va finalement aller déchaîner la diffamation qu'on aurait voulu éteindre par une action en justice. Ce qui n'existe absolument pas dans le monde physique. Lorsqu'un journaliste est assigné en diffamation, sa rédaction lui demande d'arrêter immédiatement de s'attaquer à telle personne physique ou telle personne morale. Dans le monde merveilleux du digital, où les diffamateurs sont potentiellement des centaines de millions, on en attaque un, on a tous ces petits copains qui se déchaînent contre celui qui a engagé l'action. Donc, pour éviter ça, il faut bien choisir son angle d'attaque, il faut bien choisir son sujet, son dossier, et puis il faut travailler avec une agence dont c'est le métier et qui va essayer de limiter la casse. Parce que c'est effectivement notre bête noire et c'est ce qui nous fait assez souvent... c'est les limites du juridique. Je vais peut-être revenir 2 minutes sur l'effet stressant qui est peut-être pas complètement limpide pour tout le monde. Enfin, c'est un cas qui est devenu un cas d'école, donc on appelle ça l'effet stressant. Il est arrivé, Sony a perdu beaucoup d'argent à cause de ça aussi. C'est une réponse qui consiste en fait, il y a une photo qui est postée ou un commentaire qui est posté ou un film YouTube, et puis la personne en question, là c'était Barbara Streisand, dont on avait posté la photo de sa maison, et pas content, donc engage un juriste pour immédiatement faire enlever ça d'internet parce que c'est pas supportable, c'est pas bien, ça lui plaît pas. Sauf que l'interdit attire. Si vous faites ça, vous pouvez être certain qu'il y aura un petit malin qui aura fait une copie d'écran, qui aura capturé la vidéo et qui du coup, comme ça a été interdit, va d'autant plus la diffuser partout, et ça va faire ce qu'on appelle une surcrise, un surbuzz, qui n'aurait pas du tout existé si on n'avait pas fait ça. Parce que diffuser une photo de maison de Barbara Streisand, même de Barbara Streisand, c'est pas très rigolo. Mais le faire
quand ça a été interdit, là, ça devient tout à fait intéressant. En fait, le monde d'Internet est aussi une culture différente. C'est une culture qui a amené les Anonymous, qui amène, vous connaissez certainement tout ce qui est autour des leaks et de Wikileaks, c'est des principes, en fait, de Julian Assange. C'est l'open source, c'est toute une culture très particulière. Donc, l'assignation juridique extrêmement brutale, droite, d'interdiction, est très, très, très mal perçue. Et on a vu comment les gens pouvaient se mobiliser facilement et quels étaient le pouvoir des effets de foule sur Internet. Donc il faut s'en méfier. C'est ça le learning. Ouais. Alors, il faut se méfier aussi d'autre chose. C'est l'absence de réponse sur Internet. C'est-à-dire que on vous... il se passe, alors là, c'est un exemple qui s'était passé au Maroc en 2013, il me semble. Le McDo de la Corniche a une page Facebook, comme souvent ils ont tous, où il se passe un certain nombre de choses, des jeux, etc. Enfin, c'est du marketing, en fait. Et quelqu'un pose la question, mais est-ce que vraiment votre viande est halal? Et là, pas de réponse. Mais pas de réponse pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures. 3 jours. Et du coup, on est arrivé avec plus de 14 000 partages et commentaires sur la non-réponse. Et il y avait sur le site internet en fait de McDo au Maroc, il y avait toute une description comme quoi les steaks étaient 100% halal et c'était très bien, c'était tout bien, etc. Et puis du coup, quelques jours après, il n'y a plus rien. Il y a 404 McDonald's. C'est la non-réaction. Et il n'y a pas pire. C'est à peu près ce qui peut vous arriver de pire, de ne pas réagir. Ou c'est l'exemple de British Airways sur les bagages qui avaient été perdus. Et British Airways qui répond avec 3 jours de retard que son fil de tweet est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 5h. Non, Internet c'est 24/24 et c'est T plus 2 heures. Si vous ne répondez pas, parce que vous ne savez pas quoi répondre, dites que vous ne savez pas. Mais répondez. Et avec suffisamment d'humilité et suffisamment d'empathie pour ne pas énerver l'internaute. Vous ne répondez pas, vous avez tort. Vous avez tort d'emblée et ça ne sera pas pardonné. Donc attention à cette absence de réponse. Là, McDo est tout à fait prêt pour répondre. Il a tout ce qu'il lui faut, il a tout le matériel, il a déjà des pages Facebook, il a l'habitude, il a des community managers, il a des comptes Twitter, etc. Mais si vous êtes interpellé et que vous n'avez rien, c'est pas le jour où vous êtes interpellé, où vous êtes mis en cause, que vous allez ouvrir votre premier compte Twitter, parce que vous allez faire que des bêtises, parce que vous savez pas très bien comment ça marche. Donc il faut, en temps de paix, vous construire un écosystème où vous aurez toujours des choses à dire, parce que vous faites de la RSE, parce que vous avez des communications institutionnelles à faire, parce que vous avez des produits, parce que vous avez beaucoup de choses de toute façon à dire, et puis si un jour vous êtes mis en cause, c'est en place. Vous avez des gens qui vous suivent. Parce que le jour où vous ouvrez votre compte Twitter, vous n'avez pas de followers. Alors même si vous dites quelque chose, personne ne l'écoute. Donc ça se construit en amont. Et c'est très très important. Bien sûr. Voilà. Alors on l'aura compris, la digitalisation, en fait, la digitalisation introduit énormément de questions, énormément de zones d'ombre aussi. Quelque part, c'est un nouveau monde, quoi. Voilà. Au regard de tout ce que vous nous avez dit, évidemment, on n'a pas pu être exhaustif, parce que bon, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a plus que 2 minutes. Hein. Pardon ? Je peux peut-être finir quand même, parce qu'on n'en a plus pour très longtemps là. Bon, ben écoutez, finissez, allez-y. Je sais pas, mais... Non, allez-y. Pas de problème. Alors, un autre cas, et ça c'est un point très très intéressant, c'est le pan entier du sujet, c'était le droit, un des sujets, c'était le droit à l'oubli, donc ce serait quand même dommage de le zapper. Ce qui se passe, il se passe quelque chose, vous avez un ennui avec un de vos produits, il y a un retrait produit, il y a une médiatisation, il y a des accusations de corruption, c'est l'exemple qui est là de SNC Lavalin, qui est une entreprise de BTP canadienne, qui a eu beaucoup d'ennuis au Maghreb dernièrement. Vous vous retrouvez avec votre page Google qui est infestée d'articles de presse qui vous mettent en cause et qui sont extrêmement négatifs. Alors, si vous
êtes une société en B2C, c'est une catastrophe. Votre chiffre d'affaires va avoir très très mal dans tous les prochains mois et ça va être très très dur de remonter ça. Si vous êtes en B2B, c'est quand même pas terrible. On parlait des investisseurs tout à l'heure qui vont googler votre nom. Alors c'est valide pour le nom de la marque, le nom de l'entreprise, mais aussi le nom des dirigeants. Donc ça c'est aussi l'exercice qu'il faut faire quand vous rentrez chez vous, c'est de vous googler sur un Google neutre, parce qu'évidemment le vôtre est caviardé, enfin il n'est pas caviardé, il est comme vous faites des recherches dessus, vous le biaisez, vous biaisez l'algorithme de Google. Donc il faut se mettre sur une plateforme qui fait que ça, comme Réputation VIP par exemple, pour avoir une idée et choisir son Google, google.ma, google.tn, google.fr, et voir ce qui sort. Et en fonction de ce qui sort, eh bien, c'est un petit peu le problème, et c'est l'évocation du droit à l'oubli sur Google. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avant, le journal sur lequel était imprimé quelque chose de négatif sur vous, eh bien, le lendemain, il servait à ramasser les épluchures de salade. Mais avec Google, c'est très très facile et ça colle. Pendant des années, on ne sait même pas pendant combien de temps ça va vous rester. Et il y a tout un business de nettoyage de Google qui existe, qui est plus ou moins fiable, plus ou moins possible. Mais en tout cas, ça pose la question du droit à l'oubli. Ok, merci beaucoup. Ah oui, vous voulez intervenir? Juste 2 mots juridiquement sur le droit à l'oubli, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Alors, ça ne concerne pas les personnes morales déjà, ce qui peut peut-être expliquer pas mal de déceptions lorsque l'on adresse une demande de suppression sur ce fondement de Google et que Google ne fasse rien, puisque ça ne concerne que les personnes physiques. C'est pas un droit qui existe comme le droit à la vie privée ou le droit à l'image. C'est plutôt une formule marketing, je dirais, pour évoquer un certain droit de correction des informations, un droit de correction des données personnelles qui sont utilisées dans des fichiers informatiques. C'est ça le droit à l'oubli. Donc c'est le droit de demander une correction de son nom, de sa date de naissance, et on en a fait une espèce d'excroissance, une espèce de gomme magique qui permettrait d'effacer ce qui a été dit sur les uns et les autres sur Internet. Alors, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en puisse en lire dans des tas de supports, des tas de journaux, aujourd'hui, ça n'existe pas juridiquement en tant que tel. On peut obtenir des suppressions de contenu, mais dans des conditions extrêmement strictes. En droit français, à l'égard des journaux, c'est à ma connaissance jamais ordonné. Il n'y a pas de suppression, même pour des personnes physiques, de contenu, d'informations qui se rapportent à des personnes physiques qui nuirait à leur réputation, ça personne peut le nier. Pouvoir retrouver quand on a, je sais pas, quand on a été condamné à une peine de prison même et qu'on a payé sa dette à la société, qu'on a les plus grandes difficultés pour trouver du travail et refaire sa vie, parce qu'en un simple clic, on obtient toutes les informations de l'époque. Donc ça, on est tout à fait d'accord pour dire que ça nuit à la réputation de la personne. Mais aujourd'hui, lorsque c'est un journal qui maintient ses archives en ligne, la jurisprudence ne permet pas d'obtenir la suppression de cette archive. Les seules décisions qui existent en Europe qui ont ordonné des suppressions de contenu sur le fondement de ce prétendu droit à l'oubli, elles l'ont été à l'égard des moteurs de recherche. Les sites de journaux en ligne sont aujourd'hui dans une espèce d'immunité et même les différentes commissions informatiques et libertés européennes n'ont à ma connaissance pas osé pour le moment s'attaquer au support presse. La presse reste quand même un domaine... Oui. Quand même. Donc, à l'égard des moteurs de recherche, oui. Probablement à l'égard des hébergeurs, à l'égard de Facebook, mais pas à l'égard des organes de presse. Et c'est sans doute eux qui ont quand même le plus de matière et le plus d'informations qui auraient vocation à donner lieu à réclamation. Voilà. Ben, on vous remercie. On va passer peut-être... On va passer la parole à... Il y a des questions, je pense, où il y a directement au public. Voilà. Alors... Parce que j'ai pas eu l'occasion de la poser tout à l'heure. Je voulais savoir comment vous vous organisez par rapport à la concurrence qui peut venir d'acteurs internationaux, type Amazon, qui ne sont pas... Enfin, ou même autres, qui ne sont pas encore présents en Afrique, mais qui sont par contre connus partout dans le monde.
comme étant des acteurs d'e-commerce très fiables et très performants. Comment Jumia s'organise par rapport à ça? Est-ce que déjà vous considérez que c'est des gens qui peuvent venir vous concurrencer ici en Afrique? C'est une très bonne question. Au modèle qui est un peu différent, comme je le disais tout à l'heure, et je pense que c'est ça qui nous protège vraiment. Les barrières qu'on met à l'entrée, c'est toute l'infrastructure logistique et tout le savoir-faire qu'on est en train de créer nous-mêmes à l'intérieur de notre entreprise. C'est un savoir-faire que eux n'ont pas. Quand je vous parlais d'adaptation du modèle, il n'y a pas un seul pays où Amazon a adapté son modèle. Il y a toujours le contrôle d'une logistique, d'une partie de la logistique, mais pas de la livraison. Et c'est toujours du paiement en carte de crédit. Nous, on essaye vraiment de s'adapter à ce marché africain et ces différents marchés africains qui sont très particuliers, qui nécessitent une vraie compréhension de la structure locale, parce que les structures de logistique, les structures de distribution, les challenges, que ce soit en Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Maroc ou en Égypte, c'est pas les mêmes. C'est des pays qui ont des challenges tous différents, qui imposent une adaptation du modèle particulière, que ce soit en Afrique ou que ce soit au niveau des pays, et c'est ça sur lequel on mise au maximum pour faire en sorte d'être demain, mais aussi de 10 ans, les représentants du e-commerce sur le continent africain. Le risque de transformation négative de l'information est-il plus ou moins grand désormais? Google fait tout pour empêcher le retrait de contenu portant atteinte à l'image. Procédure floue, comment faire dans ce cas? Et j'en rajoute une troisième. Je pense que... Voilà. Monsieur Chemsediane, oui. Quels seraient d'après vous les endroits à fréquenter, entre guillemets, place to be, pour faire partie du train digital africain? Alors, une question sur la propagation d'une information fausse, ou d'une rumeur. En fait, toute la complexité consiste à surveiller ou mettre en place une surveillance des conversations sur les réseaux sociaux. Il existe des tas de logiciels et de providers de cette solution, comme Radian6, Synthesio, Sysomos et d'autres. La complexité, c'est de repérer non pas une tendance, parce qu'une tendance volumétriquement c'est assez simple, mais le premier tweet, le démarrage en fait du colporteur de l'information qui est soit fausse, soit erronée, soit de façon pas forcément malveillante d'ailleurs, hein, parfois c'est simplement une négligence. Plus c'est repéré tôt sur Internet, plus vous avez de chances de vous, par votre prise de parole, parce que vous êtes crédible, vous êtes celui qui sait le mieux, puisque c'est votre entreprise, c'est votre métier, d'arrêter cette rumeur en disant simplement, soit en contactant en privé la personne qui, si vous êtes suffisamment tôt, soit en informant en fait la blogosphère simplement du fait que c'est pas vrai, c'est pas comme ça ça s'est passé, c'est pas le bon chiffre, etc. Donc effectivement, tout le challenge consiste à le repérer suffisamment tôt pour que votre prise de parole à vous soit encore entendue, puisse être entendue. Pas en fait, c'est ça. Alors je ne sais pas si on peut dire que ça ne marche pas. Alors effectivement, j'ai lu comme tout le monde des chiffres faisant état de 60% moyenne mondiale de refus. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça peut vouloir dire aussi que les demandes ne sont pas bien justifiées ou qu'elles ne sont pas adaptées au problème. Il n'est pas question de demander, aucun texte, en tout cas législatif le permet, de demander à Google de supprimer des informations qui ont été diffusées par les personnes sur elles-mêmes ou sur d'autres. C'est pas un droit à la suppression de contenu. Ce que fait Google, et c'est ce que fait d'ailleurs toutes les juridictions qui sont appelées à connaître du problème, c'est une balance entre les intérêts de l'individu. J'ai le droit qu'on ne sache pas quelle est ma tête, j'ai le droit qu'on ne sache pas où je vais à l'école, etc. Qui, pour une fois, respecte la jurisprudence, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucun intérêt à ce que l'information continue à être diffusée. Et on peut donner des exemples simples, hein, effectivement, des condamnations pénales de plus de 15 ans qui arrivent en première page d'une recherche. Bon, on peut considérer que voilà, ça ne présente aucun intérêt aujourd'hui, ça peut au contraire nuire gravement aux intérêts bien compris d'une personne. En revanche, si c'est à la 7e page que personne ne voit, si c'est une information qui est toujours plus ou moins actuelle, si on a un intérêt à la connaître pour des tas de raisons,
il n'y a aucune raison de l'effacer. Donc c'est ce travail-là que fait Google, et quelque part je me dis que là il le fait peut-être plutôt bien. Je voudrais peut-être juste un point, c'est que je ne sais pas si vous avez essayé, il y a un formulaire en fait de demande. Oui, c'est pour les personnes physiques, mais il y a un formulaire de demande qui est très très abscon. C'est-à-dire que si vous n'y connaissez pas grand-chose quand même à Internet, et il faut utiliser un vocabulaire particulier pour convaincre, etc. C'est pas très très évident quand on n'est pas dans ce monde-là d'utiliser le formulaire de Google. Alors est-ce que c'était fait exprès ou pas, enfin, c'est un fait. Nous allons donner la parole à Shams pour répondre à la troisième question. Oui, alors, the place to be. Pour revenir à la question, en fait, quand on regarde le classement des villes les plus connectées, l'on se rend compte en fait que ramener à la population, enfin en tout cas des pays, pardon, c'est le Maroc qui arrive en numéro 1. Et c'est au Maroc qu'on se rend compte qu'il y a une telle boulimie, entre guillemets, positive, hein, par rapport à tout ce qui est nouveau, toutes les nouveautés. D'ailleurs, les plus grands acteurs en général arrivent d'abord au Maroc parce que c'est un excellent pilote, c'est une sorte de labs qui ensuite permet à ces acteurs de s'attaquer à d'autres parties du continent. Donc très clairement, c'est pas parce que j'aime le Maroc que je dis ça ou qu'on est au Maroc, hein, mais vraiment c'est une réalité. Et pour la petite histoire, quand j'ai réussi à convaincre Viadeo d'aller en Afrique et d'investir et d'ouvrir un bureau, dans un premier temps, c'était à Dakar, au Sénégal. Ne me demandez pas pourquoi, c'est vraiment par pur hasard, je suis sénégalais, mais bon. Et en fait, au bout d'1 an, nous avons ouvert un bureau à Casablanca, et mon patron a commencé à me titiller en me disant, écoute, je sais que tu aimes beaucoup Dakar, tu aimes le Sénégal, il y a des choses qui s'y passent, qui vont s'y passer. Mais très clairement, quand je regarde les trends, quand je regarde le nombre de membres, quand je regarde le potentiel business, le nombre de clients que vous avez signés, comparé à ce que vous avez fait en beaucoup plus de temps là-bas, allez au Maroc, créez votre hub, et ensuite du Maroc, vous allez pouvoir vous développer sur les autres pays. Et c'est exactement ce qu'on est en train... Enfin, je dis on parce que j'ai passé 10 ans et c'est une grande partie de ma carrière. Je suis très nostalgique. Et donc aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est une excellente stratégie, et je trouve que c'est en parfaite cohérence avec ce que propose Casablanca Finance City, très clairement. C'est-à-dire que le Maroc sert vraiment de porte d'entrée sur le continent, et notamment l'espace francophone, ne serait-ce que pour voyager. Des fois, des gens partent d'un pays en Afrique, sont obligés de passer par la France ou le Maroc pour aller dans un autre pays. Donc, c'est juste incontournable. Maintenant, d'un point de vue digital, je pense que quand on regarde, si on mappait les pays dans lesquels votre groupe se trouve, parce qu'encore une fois, c'est un groupe qui est en train de contribuer fortement à la digitalisation de l'Afrique. Et j'aime beaucoup leur approche. Ils lancent une vingtaine de pays à la fois, d'accord ? Et ils voient quels sont les pays qui marchent le mieux, qui se développent le mieux, et donc ils vont investir beaucoup plus sur ces marchés-là en attendant que les autres se développent. Mais à terme, je pense que toutes les capitales africaines vont pouvoir avoir leur mot à dire dans le domaine du digital. Merci beaucoup de toutes ces réponses, de toutes ces contributions. Donc nous allons passer la parole au CFC pour conclure. Prévu. Alors avant de rejoindre le cocktail, je voulais vous rappeler notre prochain événement dédié à la communauté des membres CFC qui sera sur les opportunités d'investissement en Afrique. Je ne veux pas vous en dire plus. Les infos seront distillées au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Voilà. Il n'y a pas de date ? Si, en septembre, vers septembre. Patron de département pour discuter un peu Déjà, on aura discuté de...
population et vraiment la proximité, c'est la valeur clé. En fait, il faut que les gens se proches. Voilà. Vraiment de listing, beaucoup. Oui. Juste des produits.